Alors pour vous présenter ces scénarios, Michel Herry, je vous laisse retourner dans la salle. Vous reviendrez, je vous rappellerai, on fait des allers-retours. Nous avons imaginé un petit voyage dans le temps. Et pour m'accompagner dans ce premier voyage, je vais demander à Jennifer Clerté de venir me rejoindre. On va vous demander de faire un petit travail d'imagination. On va voyager en 2035. Vous êtes dans votre voiture autonome. Il est 10h29, vous écoutez la radio. On a eu un budget... un budget ustensile. Voilà. Donc je mets mon casque de radio. Nous sommes en 2035, il n'est branché à rien. Vous voyez, les choses ont évolué. La bonne nouvelle, c'est que les animateurs et les journalistes existent toujours. C'est déjà quelque chose. Jennifer, est-ce que vous êtes prête? Nous allons démarrer. Alors on va faire un petit geste de radio. Attention, c'est parti. Nous sommes le 18 novembre 2035. Bonjour, il est 10h35. Accident en série à la suite des cyberattaques. Nous revenons aujourd'hui sur la série d'accidents de la route mettant en cause des camions de transport de marchandises qui se poursuit depuis maintenant 3 mois. Un nouvel accident intervenu aujourd'hui porte le bilan à 50 accidents en moins de 100 jours. L'enquête sur les causes de ces accidents est toujours en cours, mais Interpol a signalé qu'ils seraient liés à des cyberattaques issues de serveurs situés hors Europe. Ces cyberattaques ont pour particularité de paralyser le système de détection de l'endormissement des chauffeurs au volant, connu sous le nom de Vigipilote, commercialisé par le géant du numérique Gapple et qui est désormais déployé sur l'ensemble de la flotte de camions en Europe. Pour mieux comprendre la crise que traverse aujourd'hui le secteur du transport de marchandises, nous recevons aujourd'hui Julie Lavigne, experte sécurité de l'entreprise Good Truck. Madame Lavigne, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus sur le mode de fonctionnement de ces équipements de sécurité Vigipilote et pourquoi leur neutralisation entraîne un si grand nombre d'accidents ? Eh bien, depuis toujours, la fatigue des conducteurs est l'un des principaux facteurs d'accidents du travail dans l'industrie du transport. Gapple a donc mis au point un système qui détecte les signaux de fatigue des conducteurs bien avant que l'endormissement n'intervienne. Parmi les signes de fatigue détectables, on peut citer les bâillements, les ralentissements du temps de réaction, le clignement des yeux et le relâchement de la prise de direction. Concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien, le système développé par la société Gapple associe plusieurs algorithmes de surveillance faciaux, biologiques et véhiculaires qui analysent les données transmises par 3 équipements connectés, une caméra positionnée à côté du rétroviseur et filmant le visage du conducteur, un capteur véhiculaire, un bracelet connecté porté par le conducteur mesurant son rythme cardiaque et un capteur véhiculaire surveillant les mouvements du véhicule. Lorsque le camion dévie, ce système rétablit la trajectoire du véhicule grâce à la lecture des lignes blanches sur la route. L'une des normes à laquelle les algorithmes de détection de fatigue sont comparés est l'échelle de Karolinska, sur laquelle se base Vigipilote. Par ailleurs, lorsque Vigipilote détecte les premiers signes de fatigue des conducteurs, il lui envoie un signal sonore qui l'informe de la nécessité de s'arrêter au plus vite pour se reposer. Madame Lavigne, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Ce système a effectivement très rapidement fait ses preuves et son déploiement a été accompagné par une forte baisse des accidents. Les autorités ont fait le choix d'imposer ce dispositif et d'assouplir la réglementation sur les temps de conduite ainsi que les formations obligatoires des conducteurs. Les chauffeurs se sont très rapidement habitués à ces nouvelles technologies car il faut bien dire qu'elles sont assez peu invasives. Par ailleurs, elles leur permettent d'être un peu moins vigilants et un peu moins stressés au volant. Mais je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois ? Eh bien, lorsque la cyberattaque est intervenue, elle n'a malheureusement pas été détectée tout de suite. Un grand nombre d'accidents sont donc intervenus du fait que les chauffeurs avaient perdu leur vigilance naturelle et se fiaient désormais intégralement à ce système. Certains ont même détourné l'usage de ce système pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux vidéo durant leur temps de conduite. Je comprends. Cependant, les chauffeurs sont maintenant bien informés des dysfonctionnements de ces systèmes et on constate toujours un nombre élevé d'accidents. Comment expliquez-vous que l'on ne parvienne pas, à minima, à revenir à une sinistralité équivalente à celle de la période qui a précédé la mise en place de Vigipilote dans les camions ? Eh bien, la réalité, c'est que la mise en place de ces systèmes a permis, dans les années 2020, de pallier la pénurie des conducteurs en réduisant les exigences en matière de formation à l'embauche et en assouplissant la restriction du temps de conduite. Et les anciennes formations obligatoires FIMO et FCO ont été remplacées par des sessions plus courtes et centrées sur l'usage de ces outils d'assistance à la conduite. Il en résulte
une perte de compétences des conducteurs, notamment sur les aspects de sécurité. Le problème est donc plus important chez les conducteurs les plus récemment recrutés ? Oui, les chauffeurs les plus jeunes, qui sont aussi les plus concernés par ces accidents, ne sont donc pas suffisamment sensibilisés aux risques routiers. Ils n'ont pas les réflexes de leurs collègues plus seniors. Par ailleurs, la réforme concernant les temps de conduite qui a suivi cette évolution technologique a aussi contribué à augmenter la fatigue des conducteurs, d'où l'augmentation des cas d'endormissement au volant. Pour toutes ces raisons, des discussions sont en cours entre les différents acteurs du secteur afin de remettre en place des sessions de formation obligatoires en attendant que le camion autonome que l'on nous promet depuis bientôt 20 ans soit enfin mis en place. Julie Lavigne, merci beaucoup pour cet éclairage. Nous sommes en 2022, voilà, le voyage dans le temps nous a ramenés en 2022. Alors qu'est-ce qui a amené à ce scénario ? Un petit mot quand même sur ce qu'on a vu juste avant, l'image, c'est une création de DALL-E, voilà, qui est une intelligence artificielle. Oui, un outil d'intelligence artificielle qui permet de générer des images de ce type. On lui rentre des mots-clés. Voilà, on lui rentre une requête, des mots-clés, et il nous sort un dessin. Alors, des mots sur le scénario qui a amené à cette histoire. Eh bien, nous nous sommes situés ici dans un scénario que nous avons intitulé « Les géants du numérique imposent leurs solutions et leurs visions ». Dans ce scénario, l'exubérance technologique que nous connaissons actuellement se poursuit dans un cadre de compétition visant à maîtriser l'intelligence artificielle. Les acteurs principaux en sont les géants du numérique, essentiellement américains et chinois. Leur puissance dépasse largement le champ du numérique et, de fait, ils contrôlent l'essentiel de l'innovation et dominent des pans entiers de l'économie mondiale. Dans un contexte de rivalité internationale, les États doivent composer avec ces acteurs et s'appuient sur eux pour maintenir leur puissance comme pour assurer les fonctions de leur souveraineté. La réglementation est morcelée entre les États et largement influencée par ces géants. Et du côté des utilisateurs, ils acceptent ces normes par commodité parce qu'elles sont devenues indispensables, voire incontournables. Dans ce contexte, l'automatisation progresse et la surveillance s'installe comme outil privilégié de la sécurité au travail. Celle-ci justifie un contrôle des activités de chacun dans un contexte de collaboration étroite entre les hommes et les machines. Voilà. Merci beaucoup, merci à Jennifer, Julie, en fait je ne sais plus comment je dois vous appeler. Et je vous laisse retourner dans la salle, merci bien. Alors ces scénarios, vous les trouvez bien sûr dans la synthèse et dans le document que vous pourrez consulter, document de prospective. J'ai demandé à Michel Herry de venir me rejoindre pour la présentation du deuxième scénario. On va faire la même chose. Monsieur Herry, nous allons voyager dans le temps, vous et moi. Je remets mon casque. Vous êtes prêts ? Vous êtes toujours bien installés dans votre... Est-ce que c'est une Tesla ? Est-ce que ça existera toujours, les Tesla ? Les Renault, peut-être. Allez, dans votre Renault. On est en France, voiture autonome. Nous partons en 2035. 10h37, lundi 18 novembre 2035, vous écoutez France Info. L'algorithme de l'application StudyJob est-il discriminant ? C'est une histoire de discrimination à l'embauche que nous allons vous raconter maintenant. Elle a été révélée grâce à un collectif d'étudiants qui accuse la plateforme StudyJob d'appliquer des filtres discriminatoires à l'embauche pour des petits boulots. Un rapport d'experts vient aujourd'hui éclaircir les choses, une histoire qui nous est racontée par notre journaliste Fabien Maudou. Bonjour Fabien. Bonjour Nathalie. Pour bien comprendre cette histoire, il faut d'abord rappeler quelques éléments de contexte. En 2028, suite à un appel d'offres public, la plateforme StudyJob a été retenue par la région Occitanie pour devenir le portail d'accès officiel pour l'emploi étudiant dans la région. Alors, la situation était assez compliquée. Beaucoup d'étudiants ne trouvaient pas de travail à temps partiel et beaucoup d'employeurs se plaignaient de ne pas avoir de main-d'œuvre à recruter. Si ça vous rappelle quelque chose. StudyJob, c'est basé sur l'intelligence artificielle.
Elle bénéficie du label européen Public Data Trust qui certifie sa capacité de protection des données personnelles et lui permet ainsi d'exploiter un très grand nombre de bases de données. France Travail, la Sécu, les collectivités territoriales. Donc son boulot, c'est de mettre au point l'algorithme qui permettra de répondre aux besoins des étudiants et des entreprises. L'entreprise a donc carte blanche pour trouver la solution. Pas vraiment, pas tout à fait en tout cas. Elle doit respecter un cahier des charges qui impose un cadre éthique. Un comité de suivi est créé avec des représentants de la région, des syndicats étudiants, des syndicats de travailleurs, les organisations professionnelles. Et donc, ce comité impose que StudyJob permette aussi d'éviter les accidents du travail, dont on sait qu'ils sont très fréquents chez les jeunes. Bon, ça me semble très cadré. Quel est le problème ? Rapidement, sur les réseaux sociaux, il apparaît des boucles dans lesquelles des étudiants se plaignent d'être discriminés par l'appli. Il y a tout, hein. Avoir un prénom d'origine étrangère sera un avantage. Les BTS auraient aussi un avantage par rapport aux universitaires dits classiques de licence, master. Et donc la région est accusée d'avoir imposé des critères de discrimination positive. Un bad buzz monte et les fake news, ça y va. Des accusations fondées, Fabien ? La région et la start-up disent que non, mais il y a des constats troublants. Dans plusieurs restaurants du centre-ville de Montpellier, tous les étudiants employés proviennent d'un même quartier qui est situé à 1 heure des restos, tandis que des jeunes qui sont dans les résidences universitaires à côté ne se voient rien proposer. Alors, le problème, c'est que dans le dispositif d'AI, d'intelligence artificielle, il y a plusieurs boîtes noires qui ne permettent pas de retracer le processus de décision. Alors, dans ce cas, évidemment, on monte au plus haut et on fait appel au fameux PARIA, le pôle d'audit et de recherche sur l'intelligence artificielle qui dépend de la CNIL. C'est une exclusivité France Inter. Vous avez eu, Fabien, accès à ce rapport. Que contient-il ? Alors, comme tous les rapports, le rapport explique que la mission a été compliquée au regard de la complexité du fonctionnement de cette application, du grand nombre de données utilisées. Les experts, ils ont donc eux-mêmes fait appel à de l'intelligence artificielle pour mettre en évidence les biais. Donc l'appli, elle est conforme aux règles ? Elle est conforme aux règles. Et un certain nombre de critères expliquent les effets qu'on a cités tout à l'heure, dont un qui pèse particulièrement dans l'aiguillage de certains étudiants vers l'emploi. Mais son fonctionnement, lui, est inégalitaire. Je ne comprends plus rien. Comment ? Je ne comprends plus rien. Elle est bien faite, mais son comportement est inégalitaire. Il est inégalitaire parce qu'effectivement, certains étudiants sont privilégiés quant à l'emploi. Et lesquels ? Leur établissement de formation. La région, vous vous en souvenez, avait demandé que des critères de prévention soient inclus pour réduire la sinistralité. Et donc StudyJob a cherché comment intégrer ça. Et évidemment, il a confié ça à des techniques d'intelligence artificielle. Une première technique d'intelligence artificielle a procédé à un scan de la littérature et grâce à un outil de traitement du langage, elle a conclu à une plus faible sinistralité en début de carrière chez les jeunes formés à la santé et la sécurité au travail. À partir de là, logiquement, un deuxième processus d'IA a été enclenché et un scan sur des bases de données sur les cursus a identifié les établissements imposant des formations à la prévention des risques professionnels. Et donc, leurs étudiants, ils sont devenus prioritaires pour les emplois disponibles. C'est logique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que le rapport préconise des solutions pour corriger ce biais ? Ce n'est pas un biais, puisque le résultat, il est conforme au résultat souhaité. Bien compris. C'est bien une discrimination positive. Les biais, ils sont à chercher en amont, dans la construction des parcours de formation. L'appli, elle est tout à fait conforme. C'est aux établissements d'enseignement supérieur d'expliquer pourquoi certains étudiants atteignent des niveaux d'études supérieurs sans avoir bénéficié d'aucune formation à la santé et à la sécurité au travail. Merci pour toutes ces explications. Fabien Maudou. J'espère que la prise en compte des maux de tête se sera améliorée en 2035 parce que c'est un sacré cas. Michel Herry, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce scénario 2, à cette histoire ? Alors, le scénario 2, il est basé sur une montée des préoccupations environnementales et une multiplication des problèmes liés à l'utilisation de l'IA, et ça entraîne des préjudices pour les individus ou les entreprises. Par ailleurs, les États ont durci l'encadrement réglementaire de l'intelligence artificielle, d'où le recours au PARIA. La décision
a été prise de développer des systèmes d'intelligence artificielle sobres sur des secteurs non critiques et sous supervision humaine. Il y a eu un meilleur contrôle des fabricants, un développement des pôles d'expertise, et puis un certain nombre d'obligations de montrer l'innocuité de l'IA qu'on va mettre sur le marché. Donc on a un usage encadré de l'IA au travail, sous condition de la non-dangerosité des dispositifs. Merci beaucoup Michel. Je vous laisse rejoindre la salle. Et pour vous présenter le scénario 3, je vais demander à mon complice dans le voyage dans le temps de venir me rejoindre, Anani Olympio. Vous pouvez l'encourager le temps qu'il monte sur scène. Anani Olympio qui dirige le département de recherche et prospective stratégique de CNP Assurance, une entreprise que vous avez rejoint en 2009. Vous avez d'ailleurs contribué au lancement de la chaire d'excellence Dialogue, je vais le dire en anglais, Digital Insurance and Long Term Risk, qui est dédiée à l'intelligence artificielle appliquée au secteur assurantiel. Vous êtes également chercheur associé au laboratoire de sciences actuarielles et financières et vous intervenez comme enseignant-chercheur dans des universités françaises et étrangères. Alors nous allons voyager avec vous sur le scénario 3. Est-ce que vous êtes prêts ? Tout à fait. Vous n'avez pas de casque, c'est pas normal. Ça. Je vais vous passer le mien. C'est parti. Vous écoutez France Culture, il est 10h45, nous sommes le 18 novembre 2035. Aujourd'hui, s'est déroulée l'inauguration de la première mine de lithium propre de France. C'est un grand jour pour les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme pour lesquels ce projet rime à la fois avec progrès technologique et redynamisation économique. On se souvient que l'annonce du projet en 2022, c'était il y a longtemps, avait d'abord suscité une levée de boucliers de certaines associations de défense de l'environnement et de riverains, protestations qui avaient conduit à la suspension provisoire de ce projet. Cependant, les enjeux économiques liés à l'extraction du lithium dans le contexte de transition écologique qui prévoit la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035, c'est-à-dire cette année, ont rapidement relancé ce projet. Afin que celui-ci soit accepté de tous, sans impact sanitaire et contribue à l'amélioration des conditions économiques de tous les habitants de la région, le projet a fait l'objet d'une concertation de plusieurs mois. Un conseil de 50 citoyens tirés au sort a ainsi été amené à réfléchir sur les différentes dimensions à prendre en considération pour faire de ce projet un modèle en termes écologiques, éthiques et économiques. Le développement d'un nouveau procédé d'extraction propre et sans conséquence pour l'environnement par la SMLF, la Société minière du lithium français, a permis de proposer aux citoyens un nouveau projet. L'un des sujets qui a fait l'objet d'une étude approfondie concernait la question de la préservation de la santé et de la sécurité des salariés qui allaient être amenés à travailler sur ce site. Pour cela, un comité d'experts a été saisi et a permis d'élaborer un plan d'action de prévention des risques inédits qui s'appuie notamment sur de nouvelles technologies particulièrement avancées. Nous recevons aujourd'hui l'un des experts de ce comité, Monsieur Michel Bertin. Bonjour. Bonjour Nathalie. Monsieur, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces mesures de prévention qui vont être mises en œuvre sur ce site ? Vous avez été tout à fait clair sur le contexte. Les conditions de travail dans l'industrie minière ont toujours été considérées comme difficiles et cela a souvent été objectivement le cas par le passé. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Cette activité est en effet concernée par de nombreux risques. Je peux citer les travaux souterrains, l'utilisation d'engins et de produits chimiques dangereux. Et historiquement, le taux de sinistralité dans l'industrie minière a toujours été élevé. Dès le début de la concertation dont vous avez parlé tout à l'heure sur le projet, l'enjeu a été pour nous de concilier les objectifs de protection de l'environnement, de réduction des nuisances pour les riverains et de protection, bien entendu, de la santé de nos travailleurs. Des solutions technologiques ont été recherchées et développées. Quelles sont-elles ? Alors, le choix ayant été fait d'une exploitation souterraine pour réduire les nuisances, vous concevez avec moi que c'est quelque chose d'extrêmement important pour les citoyens, il est apparu intéressant d'automatiser au maximum les opérations souterraines. Toutes les opérations de forage, d'extraction et de convoyage du minerai sont donc effectuées par des robots autonomes. Aucun opérateur humain ne pénètre dans ces galeries qui sont
inspectés via des robots et des drones équipés de caméras, y compris des caméras thermiques. La stabilité des galeries est surveillée via des capteurs. La coordination et le pilotage des opérations est assuré par un système d'intelligence artificielle alimenté par des données que remonte l'ensemble des équipements qui sont tous connectés. Une interface permet enfin à des opérateurs humains de surveiller le fonctionnement du site. Les 50 membres du Conseil citoyen ont également un droit absolu d'accès et permanent à la salle de contrôle, ce qui leur permet d'exercer un contrôle direct sur le fonctionnement de la mine. Mais que se passe-t-il en cas de panne? Il y a forcément des pannes, des dysfonctionnements. Bien sûr qu'il y aura toujours des pannes et des dysfonctionnements. Et ces pannes, on les a anticipées pour pouvoir réduire de toute façon la survenance de ces pannes. Le site est donc doté de 2 RIM. Les RIM, ce sont les robots d'intervention et de maintenance. Ceux-là ne sont pas autonomes, bien sûr, mais téléguidés par des opérateurs spécialisés depuis le centre technique de la société minière du lithium français situé à Saclay. Nos RIM sont en mesure de récupérer les robots extracteurs en panne pour les remonter au centre de maintenance en surface. Ils peuvent aussi dépanner des wagons autonomes lorsqu'ils sont bloqués. Pourquoi est-ce que ces RIM ne sont pas pilotés par des pilotes sur place? Alors, bien sûr, la préoccupation dans ce projet, vous l'avez compris, c'est à la fois de maintenir la santé au travail, mais aussi de pouvoir utiliser les meilleurs équipements. Et ces équipements sont très coûteux et interviennent toujours dans des situations dégradées. Et c'est pour cela que nous devons et nous avons choisi de piloter ces engins par des opérateurs très qualifiés et entraînés. Ces quelques opérateurs sont rassemblés au centre technique de Saclay, d'où ils assurent une permanence et peuvent intervenir à distance sur n'importe quel site de notre société minière du lithium français, que ce soit dans l'Allier, en Alsace ou en Nouvelle-Calédonie. Les réseaux 5G installés sur chaque site leur permettent d'agir en direct sans temps de latence. Michel Bertin, un des experts donc, du comité développé par la SMLF, la Société minière du lithium français. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Alors qu'est-ce qui a permis d'arriver à ce scénario, c'est un scénario 3 qui s'appelle dans le travail de prospective « Développement démocratique ». Dans le scénario 3, nous sommes dans le cas d'usage présenté par Jennifer tout à l'heure, c'est à la fois le 2 et le 3, et avec une hypothèse très forte, tout simplement, que nous sommes arrivés à une IA de confiance et qui mélange à la fois la dimension technologique, interaction entre humains et machines, et puis sociale, dont nous a parlé Bertrand tout à l'heure, et qu'on a passé aussi l'hiver de l'IA. Et ceci dit, nous avons fait l'hypothèse que la croissance économique mondiale a permis de générer pas mal d'emplois et permet d'investir dans la formation. Le deuxième point qui a soutenu aussi ce scénario, c'est le développement des processus de contrôle démocratique, ce qu'on a vu tout à l'heure, de l'IA par des travailleurs et des citoyens, ce qui permet de pouvoir apaiser les tensions. En 2030, on a eu une période un peu intermédiaire, c'est l'essor des systèmes d'IA hybrides combinant l'apprentissage automatique à des systèmes de raisonnement logique. Et enfin, 2 points importants, c'est le principe d'éthique, d'explicabilité est instauré comme clé d'appropriation de ces outils. Et la confiance collective dans l'IA est mise au service de la santé et de la sécurité au travail. Merci beaucoup Anani Olympio, c'est le scénario le plus sympathique, le scénario 3. Enfin jusque-là, peut-être une surprise sur le scénario 4. Merci beaucoup, je vous laisse rejoindre la salle. J'ai demandé à Marc Malenfer de venir me rejoindre pour parler d'un scénario qui va faire plaisir à Bertrand Braunschweig, puisque c'est l'hiver de l'IA. Voilà. Le 3e, Marc Malenfer, qui est responsable de la mission veille et prospective de l'INRS, qui a été impliqué dans plusieurs exercices de prospective conduits ces dernières années par l'INRS, sur l'ubérisation, sur l'économie circulaire, sur les transformations de la filière bâtiment. Et vous avez assuré l'animation, je le précise, des travaux qui sont présentés lors de cette journée.
Les 3 autres ont été parfaits. Hein. Je vous mets un petit coup de pression. Ça fait toujours du bien. Alors, je remets mon casque. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio, Marc Malenfer ? France Info, France Bleu. C'est bien. C'est radio du service public. De toute façon, il n'y a plus que ça en 2035. Ouais. Il n'y a plus de pub, toutes les autos coulées, donc il ne reste plus que ça. Alors, on y va. Un employeur peut-il interdire des lunettes spéciales dans son entreprise ? Nous en parlons en ce 18 novembre 2035. Merci d'écouter France Bleu. C'est une décision attendue que doit rendre la Chambre Technologie et Liberté de la Cour de cassation cette semaine dans une affaire qui oppose l'entreprise Megalog, le géant de la logistique, et 2 syndicats. Il s'agit de savoir si l'employeur peut interdire aux salariés le port de lunettes spéciales dans les locaux de l'entreprise. Pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de ce procès, notre chroniqueur judiciaire nous a rejoint. Bonjour Thomas Félicie. Bonjour. Pouvez-vous déjà nous rappeler ce que sont ces fameuses lunettes spéciales ? Oui, alors vous vous en souvenez sans doute, ces fameuses lunettes spéciales ont déjà fait parler d'elles il y a 4 ans, en 2030, lors du mouvement des shorts verts. Dans les manifestations émaillées de violences qui s'étaient déroulées dans de nombreuses villes, certains militants décroissants se sont mis à porter des lunettes à l'apparence tout à fait anodine. Et c'est au moment où un texte a été présenté à l'Assemblée nationale proposant leur interdiction dans l'espace public qu'un grand nombre d'entre nous avons découvert ces EBI. Pardon, je n'ai pas compris. C'est quoi ? Ces EBI, des équipements de brouillage individuels. Il s'agit d'équipements qui permettent de déjouer les dispositifs de surveillance numérique. Dans le cas des lunettes spéciales, il s'agit de lunettes qui ont l'air tout à fait anodines, mais qui contiennent un dispositif qui floute systématiquement le visage de leur porteur lorsqu'il est filmé par une caméra de vidéosurveillance. Ces lunettes ont été développées à la fin des années 2020 par des ingénieurs activistes de Hong Kong, réfugiés aux États-Unis. Elles sont commercialisées sous la marque Casual Hacker, qui les décline dans tous les modèles à des prix devenus abordables. Il faut compter environ 50 € pour un modèle simple. Elles peuvent s'acheter en ligne, mais souvent les activistes préfèrent les acheter directement aux vendeurs ambulants qui en proposent désormais au départ de chaque manifestation. C'est sans surprise la préfecture de Paris et le ministère de l'Intérieur qui ont les premiers tenté de faire interdire ces équipements qui mettaient en défaut tous les dispositifs de reconnaissance faciale. Je passe sur les débats juridiques qui ont suivi, mais ils ont débouché en 2032 sur la réaffirmation de la protection des libertés individuelles, autorisant largement le port de ces lunettes sur la voie publique et limitant drastiquement le nombre de lieux où elles peuvent être interdites, stades, salles de concert, guichets de service public, palais de justice. Et le cas des lieux de travail n'a pas été abordé lors de ces discussions. C'est pourquoi cette décision de la Cour de cassation est attendue. Pouvez-vous brièvement nous exposer les arguments des 2 parties ? Alors, lors des débats en première instance et devant la Cour d'appel de Paris, les syndicats ont expliqué aux juges que l'entreprise Megalog est une multinationale qui héberge les données collectées par ces dispositifs de surveillance sur des serveurs situés aux États-Unis. Et qu'à ce titre, elle n'était pas en mesure de garantir l'application des règles européennes de protection des données personnelles. De plus, ils suspectent l'entreprise, via son prestataire Brabois Analytics, d'avoir effectué, grâce à un traitement par une intelligence artificielle, des rapprochements avec des images de vidéosurveillance collectées lors d'actions des shorts verts dans les centres commerciaux, et d'avoir par la suite licencié des salariés identifiés comme militants décroissants. Thomas Félicie, que répond l'entreprise ? Alors, Megalog répond pour sa part qu'en vertu de sa responsabilité d'employeur, elle est tenue de faire respecter des règles de sécurité en interne et que pour exercer son pouvoir disciplinaire, elle doit pouvoir identifier les salariés qui ne respectent pas les consignes et ont des comportements dangereux. Elle soutient que tous les salariés licenciés récemment l'ont été pour ces raisons et pour des cas de vol ou de détérioration de marchandises. Bon, les 2 arguments me semblent recevables. Que vont décider les juges ? Alors, les derniers bruits de couloir entendus au palais de justice évoquent une décision qui consisterait à permettre à l'entreprise d'interdire les lunettes spéciales dans ses locaux pour que l'employeur puisse effectivement avoir les moyens d'exercer son pouvoir disciplinaire, mais elle obligerait aussi l'entreprise à sauvegarder et traiter localement les données sur des serveurs non reliés au web
pour garantir leur protection et empêcher tout croisement avec des données collectées hors de l'entreprise. Cette solution s'avérerait coûteuse car elle imposerait un traitement exclusivement interne des données et elle risque en définitive d'amener les entreprises, notamment les plus petites, à délaisser ces solutions de surveillance. De même que la décision de 2032 avait mis fin aux investissements publics dans les dispositifs de reconnaissance faciale à la volée sur la voie publique, une telle décision entraînerait sans doute un effondrement des ventes de ces dispositifs aux entreprises. Nous en reparlerons bien entendu sur nos différents rendez-vous d'infos, une décision attendue de la Chambre Technologie et Liberté de la Cour de cassation. Merci beaucoup Thomas Félicie. Marc Malenfer, de quel scénario découle cette histoire ? Eh bien, comme vous le disiez, ça renvoie à ce que nous disait Bertrand tout à l'heure quand il nous conseillait de nous couvrir pour les années qui viennent. C'est un scénario de déclin de l'IA qui commence cependant par une période d'enthousiasme pour tous ces progrès technologiques, et notamment les systèmes d'IA. Et on assiste dans un premier temps à une numérisation généralisée de la société et du monde du travail. L'IA est majoritairement bien acceptée dans les entreprises du fait des promesses qu'elle apporte. Les employeurs y espèrent des gains de productivité, des gains en matière de qualité, et les travailleurs, de leur côté, espèrent une réduction de la pénibilité et plus de sécurité au travail. Mais dans les années 30, les déceptions se multiplient face aux applications de terrain. Des failles provoquent des incidents. Les accidents et crises liés à des bugs, des biais ou des cyberattaques se succèdent, entraînant un rejet des systèmes d'IA, notamment dans le monde du travail. Donc les domaines d'usage sont de plus en plus limités et les usages professionnels de ces systèmes déclinent fortement. Marc Malenfer, merci beaucoup. Et merci à tous nos experts et chroniqueurs 2035, ils sont parfaitement au point.